Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'accueille une voix bien connue des indépendants, des entrepreneurs, des freelances. C'est Marine Aubonnet. Je sais, on a le même prénom, on a presque le même nom de famille, mais pas tout à fait. Marine, c'est la créatrice du podcast La Cohorte. Peut-être que tu l'as déjà vu passer sur ta plateforme d'écoute préférée. Elle a juste 500 épisodes à son actif pour aider les freelances à sortir brouillard dans lequel on a tendance à entrer et surtout, elle aide les freelances à ne plus se sentir seuls. Donc, si jamais tu cherches une reco de podcast, en plus de Work in Process, bien évidemment, fonce découvrir la cohorte. Marine, elle est aussi experte marketing terrain. Elle est très ancrée dans le réel. C'est pile ce qu'on aime dans Work in Process. Et je l'ai fait venir aujourd'hui parce que je voulais qu'on parle d'un sujet qui est à la fois stratégique et souvent mal compris. On travaille sur ces offres, c'est justement les petites offres et les produits d'appel. Et tu vas voir qu'il y a des différences entre les deux. Tu sais, c'est ces offres qui ouvrent la porte, qui donnent confiance et qui amorcent un parcours client sans pression. Eh ben, ça tombe bien, on va parler de tout ça. J'accueille tout de suite Marine sur le fauteuil des invités de Work in Process. Bonjour Marine, comment vas-tu? Ça va très bien, j'adore ton intro, je suis très bien installée. Parfait. Bah écoute, je suis heureuse de savoir que le fauteuil est confortable. Il y en a pas mal qui sont passés avant toi, il y en a qui passeront après toi. On va essayer de le garder bien moelleux, bien Bien confortable. sûr, compte sur moi. La première question que j'avais pour toi, ma chère Marine, c'est est-ce que tu te rappelles de la toute première petite offre ou premier produit d'appel que tu as lancé? Qu'est-ce que tu avais imaginé à l'époque? Et avec le recul, est-ce que tu referais la même chose? Waouh, direct tu me wouh! Grosse réflexion. Je pense que ma première petite offre, moi je viens de la création de contenu à la base, donc voilà, j'écris pour, des boîtes, donc j'essaie de réfléchir à ce que je mettais, comment je me présentais quand je me suis lancée en indépendante, mais consultante éditoriale. Bref, je vendais du texte et je pense que ma première petite offre, ça a été de packager un volume, de texte. Donc tu vois, plusieurs, articles de blog, un Ok. pack de plusieurs articles de blog et je pense que oui, je le referais de la même façon, Ok, à peu près. super. Super. On va commencer par les produits d'appel parce qu'il faut Mmh bien mh. commencer par quelque chose. Pourquoi, selon toi, c'est un format qui est largement sous-estimé ou sous-exploité ou mal exploité par les freelances et les solopreneurs? Enfin, notre objectif du moment quand on lance une nouvelle offre, elle doit vraiment être en lien avec notre objectif prioritaire du moment, le tout étant d'être assez lucide sur cet objectif numéro un. Et aussi, notre offre, elle doit être adaptée à notre niveau de connaissance client. Et voilà, je pense que c'est les 2 paramètres à prendre en considération et en fait, l'avantage alors, j'ai produit d'appel, moi, j'aime bien parler d'offres pied dans la porte. Est-ce que ça te va? Vas-y. En fait, je pense il y a plusieurs on est tenté de se lancer dans de la cons dans la construction d'offres complètes et complexes, très souvent. Moi, j'en croise beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans des constructions d'offres très complexes, avec un ticket, assez élevé par rapport à leurs clients cibles, parce que, elles ou ils se disent bon, bah, déjà, ils ont lu beaucoup de contenu sur la construction d'offres complexes et elles se disent que, bah, ça va être trop bien parce que du coup, grâce à cette offre, ils vont faire, une grosse partie de leur chiffre d'affaires de l'année. Mmh. Mais l'inconvénient enfin, le problème, c'est on n'est pas tous prêts à, vendre ce type d'offre. Je pense que je suis obligée de revenir sur un truc, par lequel j'aurais dû commencer. C'est déjà la base. En fait, une offre, c'est, une solution à un problème qu'on a identifié chez nos cibles. Voilà, ça me paraît important de commencer par ça et généralement, les personnes auxquelles on s'adresse ont plusieurs types de problèmes, plusieurs problèmes. Donc on peut une fois qu'on a bien compris la gymnastique que c'est de construire une offre, donc de créer une solution qui va résoudre un problème, on peut en créer plein. Mais je pense qu'il faut garder ça en tête et donc du coup attends, excuse-moi, mais j'ai perdu le le début de la question. Le début de la question, c'était pourquoi, selon toi, c'est un format qui est sous-estimé ou mal Eh bah si, exploité? bah voilà, si. Donc réponse numéro un, parce que souvent donc moi je dis offre pied dans la porte ou on peut dire petite offre ou produit d'appel, bah c'est des offres avec un on un prix qui est pas très élevé. Encore une fois, je ne mets pas de chiffres parce que tout est à relativiser selon, les portefeuilles et les budgets de nos cibles.
Donc c'est des offres qu'on a tendance un peu à dédaigner. Et aussi, autre travers, que j'ai identifié et qui fait que, on se détourne de ce type d'offre, c'est qu'on aime bien, en tout cas c'est ce que j'ai constaté avec les entrepreneurs que j'accompagne, fourrer dans nos offres, toutes les compétences qu'on a. Heu et peut-être dans cette idée de, je vais impressionner mon prospect en lui proposant quelque chose de complexe et qui potentiellement, ouais, lui en mettrait, plein la vue, l'impressionnerait. Alors qu'une petite offre, mais je mets des guillemets autour de petite, c'est pour ça que je préfère utiliser pied dans la porte, elle est relativement simple. On identifie un problème spécifique avec des caractères spécifiques et la résolution de cette offre, elle est relativement rapide, de ce problème, il est relativement rapide et le contenu de l'offre, est relativement léger, par rapport à une offre qui est plus complexe. Donc moi, je pense que les 2 travers qui font qu'on ne va pas spontanément vers ce type d'offre, c'est que un, qui dit offre pied dans la porte, petite offre, prix pas très élevé. 2, c'est un peu contre-intuitif parce que la petite offre, elle impose qu'on soit très sélectif sur ce qu'on y met dedans et donc les compétences qu'on met dedans et je pense aussi, que c'est lié au contenu qu'on consomme toutes et tous qui, voilà, où il y a eu beaucoup de, les offres signatures ou les offres complexes, elles ont bonne presse, on en parle beaucoup et c'est pour ça, je pense que beaucoup de nos consoeurs, confrères qui nous écoutent sont attirés par ce type d'offre. Est-ce que là, j'ai répondu? Tu as répondu et c'est justement ce sur quoi j'allais rebondir, c'est que effectivement on voit beaucoup de contenu sur les offres signatures, les offres phares, les grandes offres, et assez peu sur les petites offres. Alors que, moi j'aime bien ton expression de d'offre pied dans la porte parce que le but c'est pas de faire du forcing, on est d'accord, mais c'est de permettre à notre prospect, notre nouveau client de goûter à un tout petit bout de notre univers et de résoudre de son côté une difficulté qu'il rencontre dans son quotidien. Hem et je trouve que c'est intéressant de plutôt que de se dire: «On va construire une grosse offre, on va impressionner, on va jouer l'expert, on va rouler des mécaniques», se dire: «Qu'est-ce que, mon prospect, mon client vit là en ce moment, qui lui pose problème, que j'ai, les compétences, les connaissances, les capacités à résoudre et sous quel format je peux le mettre?» Mais on va en parler, un petit peu plus tard. Toi, tu dis souvent qu'il faut partir du terrain et je te rejoins totalement. Est-ce que tu as repéré des signaux ou des éléments qui t'indiquent qu'une petite offre peut avoir de l'impact? Alors, ce qui a de l'impact, en fait, c'est de faire disparaître un problème de la terre pour nos clients cibles, nos prospects et pour le coup, là, expérience personnelle, en fait, je me suis souvent lancée dans des, donc toujours, quand j'avais ma casquette de consultante éditoriale, j'avais accompagné une boîte où j'avais dit que j'allais gérer l'ensemble d'un média. Heu, voilà, donc avec ce réflexe que tu qu'on dont on parlait déjà à l'instant, c'est de se dire: «Oh, j'impressionne quoi». Enfin, je fais un peu étalage de mes compétences et sauf que, au bout du compte alors et aussi la mission était mal cadrée et tout, hem, je les ai, voilà, en fait, je les ai pas emmenés, j'ai pas fait, disparaître, parce que déjà le problème initial, il était pas bien ciblé et qu'en fait dans tout ce que je leur proposais, j'attaquais différents problèmes et du coup, résultat, final, bof bof, quoi. Et ce qui alors c'était une mission complexe sur, une durée assez longue et l'issue de cette mission, c'était pas que de mon fait, mais n'empêche que, quand j'ai réfléchi, à cette expérience-là, après coup, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai un peu, heu, s presque survendu» parce qu'en fait, le résultat et à l'issue de cette mission, c'est que si j'ai interrogé mon prospect sur est-ce que le problème initial, il existe encore ou pas? Et voilà, mon client, il dit: «Bah, oui, alors il est partiellement résolu» et c'est pas ça qu'on a envie de produire comme effet chez nos clients ou comme réaction. C'est qu'en fait, on veut qu'ils puissent dire: «Bah, avant d'avoir travaillé avec Gwendoline, j'avais tel problème et après, en fait, Gwendoline est passée, le problème a disparu et là» mais on veut un résultat net, un avant-après, très clair et donc c'est ça qu'on veut produire chez nos clients, mais attends, j'arrive toujours pas. Je m'emmène dans mes propres paroles et du coup, je décroche du début de la question. Oh, l'invité horrible. Donc la question que je voulais te poser, c'est, quels sont les éléments, quels sont les Ah oui. signaux qui t'indiquent qu'une petite offre
peut avoir de l'impact? Bah si, bah, en fait, c'est tout un raisonnement. Mais en fait, c'est que, bah, une petite offre, quel que soit le format de l'offre, on aura de l'impact si on fait disparaître un problème de la terre pour nos prospects. Et donc là, c'est logique, c'est que un p si on se positionne et après peut-être qu'on aura cette discussion sur, comment identifier un bon problème. Mais si on se positionne sur un problème, et qu'on est lucide et qu'on fait notre petite liste de problèmes qu'on a identifiés chez notre cible et qu'on regarde donc sur tous les problèmes qu'on a listés, est-ce que celui-là, je peux, oui ou non, le faire disparaître de la terre? Quand on est, pragmatique, on se rend compte qu'on peut pas tous, il y en a pas mal qu'on peut pas forcément faire disparaître complètement et donc du coup, heu, si on arrive à identifier un problème et qu'on peut rapidement le faire disparaître, là, on a un impact énorme parce que, on lui a retiré une grosse épine du pied et donc bah, ça déclenche, plein de choses positives par derrière. On crée un lien de confiance, on se positionne donc, dans la tête de nos clients, on est comme des problem solvers. Et donc forcément, ça crée, l'envie de refaire appel à nous et que peut-être que la personne, à qui on a retiré cette épine du pied, elle va parler de nous parce qu'il y a un effet waouh! Oui, et ça peut être un super vecteur de recommandation, de fidélisation, et cetera. Et c'est pour ça que moi je les appelle le pied dans la porte, c'est qu'au-delà de ça, c'est qu'on a commencé à donc, déjà on a réalisé une première vente. On a commencé à créer, donc cette fameuse confiance avec quelqu'un à qui on a retiré une épine du pied et en fait, donc peut-être qu'on va y revenir, mais on est au bon endroit pour aller collecter de l'info, pour créer une offre plus complexe parce qu'on peut, dire à notre client qu'on va appeler, j'en sais rien, Alejandro, voilà, moi j'ai travaillé avec toi, j'ai identifié que, en échangeant, parce que dans le cours de ce que j'ai fait pour toi, j'ai identifié que peut-être tu avais d'autres problèmes. Est-ce qu'on peut se pencher là-dessus? Est-ce que je peux te poser des questions là-dessus? Donc on est vraiment à la bonne place pour aller collecter de l'info supplémentaire, voire même lui proposer de, co-construire une nouvelle offre, peut-être un peu plus complexe, avec un ticket un peu plus élevé, et il nous dira: «Oui Alejandro», parce qu'on lui a déjà prouvé que ce qu'on était capable de faire et donc là, on peut monter un petit peu, on peut commencer à s'embarquer vers quelque chose de plus complexe et donc ce fameux ticket, un peu plus élevé qu'on recherche quand on a, forcément, comme 90 des indépendants auxquels on s'adresse, envie de faire plus de CA pour sécuriser tout un tas de choses. Oui, mais ça, les offres de signature, on en parlera dans un autre épisode. Je voulais rebondir sur une image que tu as employée tout à l'heure qui est, on lui enlève une épine du pied et je voulais justement parler des types de problématiques qu'on pouvait enlever parce que souvent, on part de notre expertise et on se dit: «Bah, je peux enlever tout cet éventail de, problèmes de la vie de mon client à plus ou moins, grande échelle» et au niveau des petites offres, on a tendance à avoir du mal à identifier, les problèmes parce qu'on se dit: «Petite offre égale petit problème, donc il faut que je trouve dans mon éventail le plus petit problème possible pour créer un format qui correspond». Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, tu me lances sur mon sujet préféré qui est, comment, bah, identifier un bon problème et je mets «bon» entre guillemets par rapport à l'offre qu'on a envie de construire. Déjà, heu, le le tu le truc qui est important et peut-être que c'est enfoncer une porte ouverte, mais c'est de partir de ce que nous racontent nos prospects et c'est là que, je mets les warnings. C'est qu'en fait, pour construire une offre complexe, une offre signature ou autre, il faut avoir une connaissance très fine de ce que vivent nos prospects, nos clients cibles et de leurs problèmes. Parce que l'offre complexe, elle va venir résoudre, peut-être par étapes, mais plusieurs problèmes, en même temps. Et si, on ne connaît pas encore assez bien nos prospects, c'est dangereux de se lancer dans la construction d'une offre, complexe parce que qui dit offre complexe, on va y passer au minimum, on va y consacrer du temps pour imaginer le contenu de l'offre. Parfois, on investit dans des outils, des machins et on risque de tomber à côté de la plaque quand on les connaît pas assez finement. Et donc du coup, bah, qui dit petit problème, dit pas forcément que c'est pas urgent. Mais moi en fait, j'ai une grille, de critères pour choisir un problème sur lequel construire son offre. Et c'est marrant ce que tu dis, ouais, on part de nos expertises. Mais non, non, faut pas partir de son expertise parce que parfois on a tendance, à projeter des problèmes qu'on imagine, des problèmes qu'on a vécu nous-mêmes et on se dit que du coup, nos prospects c'est pareil. C'est pas tout le temps le cas, donc faut faire attention. Donc déjà, critère numéro un d'un bon problème, c'est un problème qui est réel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes autres que nous, des personnes qui correspondent au profil de nos clients cibles, qui ont
indiquer, soit à travers un échange, soit à travers du contenu qu'ils partagent, qu'ils expérimentent, enfin, qu'ils vivent ce problème. Donc réel, c'est pas que dans nos têtes. L'autre critère, j'ai 5 critères, il faut que j'y arrive, parce que souvent, il y en a Critère toujours un numéro qui 2. passe. Voilà, donc le Je critère compte. numéro 2, merci. Il faut que ce problème, il soit, ah oui, ça c'est un de mes chouchous, et en fait, et là on en vient à cette histoire de voilà, taille de «l'offre» entre guillemets, il faut qu'il soit spécifique. Heu, je prends toujours un exemple là-dessus parce que c'est, peut-être plus parlant. Moi, j'ai souvent accompagné pas mal de community managers freelance. Et quand on travaillait sur l'offre et que je les interrogeais sur, le problème qu'ils et elles résolvaient pour leurs clients, le truc qui sortait systématiquement, quand je te dis systématiquement, je pense que c'était quand 99 des cas, c'est: «Ouais, mon client, bah, le problème que je résous, c'est qu'il manque de visibilité». Sauf que, en fait, sur cette terre, je pense qu'il y a 95, allez non, j'y vais avec mes stats, j'y vais un peu plus, il y a 80 du monde qui manque de visibilité, donc c'est pas un problème spécifique. Il faut réfléchir dans ces cas-là quand on a identifié un truc, un blurb un peu flou, c'est-à-dire, bah, dans la vie de ton client cible, comment il s'exprime ce manque de visibilité? Et si on imagine que ton client cible, mettons que ce soit un restaurateur avec, des ambitions un peu gastro et que, donc il est son ré voilà, gastro, il vient de s'installer, son resto, il est pas forcément situé dans un axe très passant. Son problème de visibilité, c'est que concrètement, il a envie d'attirer, une clientèle qui va au-delà de son quartier. Et là, du coup, on commence à gratter sur un truc plus spécifique. Donc ça, c'est mon exemple voilà, comment toujours, enfin, il faut que le problème tel que vous l'exprimez, il s'applique à votre client cible, mais pas à une catégorie complètement différente, à un groupe complètement de personnes complètement différents. Donc ça, c'est spécifique, on l'a dit. Réel, spécifique, j'ai dit ça. Il faut Oui. que alors l'autre truc, et Le là aussi, troisième. le troisième, c'est que le problème, il doit être reconnu par nos prospects. On a tendance, alors moi je sais, hein, mais je pense qu'on fait tout ça dans la com et il suffit qu'on parcourt, j'en sais rien, un site internet ou un profil LinkedIn ou j'en sais rien, on se dit: «Oh là là, il pourrait faire ci, ça en communication, ça serait trop génial». Sauf que si votre interlocutrice ou votre interlocuteur n'a pas identifié qu'il fallait qu'il ou elle bouge là-dessus, bah, vous allez vous épuiser à faire une espèce de prosélytisme. Moi, j'ai essayé de vendre, hein, en fait, des podcasts, en disant: «C'est trop génial comme média, le podcast, vous pouvez faire ci, ça, créer de la proximité». Mais si, en fait, bon, c'était il y a longtemps, hein. Aujourd'hui, je pense que ça serait un poil différent. Mais du coup, en fait, je prêchais, cette belle parole à des gens qui n'avaient pas du tout manifesté un intérêt pour le podcast et donc, bah, je me suis fatiguée, ça n'a rien donné. Donc voilà, le problème, il doit être reconnu par, notre interlocutrice, notre interlocuteur, notre prospect, quoi. Bah oui, le quatrième, donc il est important aussi, c'est qu'il doit être, disons, urgent à résoudre. C'est-à-dire qu'on a tous une liste de problèmes, bah, il faut que celui-là, il soit en haut de la liste, qu'ils aient envie de bouger rapidement et là, on en vient à ce qu'on se disait tout à l'heure, il faut que ce soit donc cinquième critère, il faut que ce soit un problème qu'on puisse donc éliminer. Oui, non, il y a une réponse très nette, est-ce qu'on peut l'éliminer? Je reviens sur mon histoire de manque de visibilité. Imaginez, vous êtes community manager avec plus ou moins d'expérience, mais même avec de l'expérience, hein, c'est compliqué de faire disparaître complètement manque de visibilité juste parce que, on se met à poster 5 fois par semaine sur Instagram. Parce qu'on n'a pas tous les paramètres. Donc compliqué, de se positionner sur ce gros problème-là. Faut mieux typiquement, se positionner et si je reprends mon restaurateur, bah, mon restaurateur en fait, il a déjà il a pas configuré son Instagram pour faire des réservations. Donc lui configurer son autre profil Instagram pour que ça incite à la réservation, par exemple. Là, si on fait ça, donc c'est rapide pour nous, hein, c'est un petit truc, on est CM, hein, donc c'est un petit truc qu'on peut faire en 2-2. Bah, direct, on lui met des paillettes dans les yeux parce que ça va faire certes, ça semble un petit problème, mais ça va faire une grosse diff dans sa vie et donc de là, on peut enclencher plein de choses positives. Voilà, CQFD. Parfait. Donc si on fait le résumé de ta super recette, il faut que ça soit un problème qui soit réel. C'est ça, et de préférence reconnu par plusieurs personnes. Donc ça, c'était le point 3. Il faut que ça soit spécifique. Spécifique. Et je pense qu'il faut pas effectivement hésiter à aller creuser sur quelque chose de très pointu. Comme si on avait une aiguille, on appuie à un endroit très précis. Il faut que ça soit un problème qu'on puisse résoudre. Ouais, faire Toi, disparaître. toi, tu parles de faire disparaître, j'entends éradiquer. Moi, j'entends résoudre parce que selon la niche dans laquelle tu travailles, ce que tu as, etc., comme tu disais, tu fais pas forcément
disparaître totalement un problème. Par contre, tu peux le résoudre en faisant en sorte qu'il soit beaucoup moins douloureux. Moins douloureux ou alors tu séquences ton problème, tu vois? Quel pourrait être, le premier si tu t'attaques à un problème complexe, je sais pas, alors là typiquement je dans un autre programme, j'accompagne, une fille qui travaille sur un projet entrepreneurial, mais qui se donne pas mal de temps et qui, veut faire quelque chose par rapport, aux femmes et à leur rapport à leur corps. Heu, parce que donc bref, elle a constaté qu'à un moment il y a des moments dans nos vies où on a un rapport à nos corps détérioré. Clairement, elle c'est pas en appuyant sur un interrupteur qu'elle va changer les choses. Mais du coup, en réfléchissant à, bah, quelle pourrait être une progression vers la résolution de ce problème et se dire, bah, étape 1, premier signal que la personne à laquelle je m'adresse, ça va mieux là-dessus, ça pourrait être: «Tiens, elle prend plaisir à aller faire du shopping» et donc étape ça pourrait être, une 1er la petite offre aussi, ça peut être le premier pas dans la résolution d'un problème plus complexe. Bah, voilà, on y est allé. Là où je voulais t'amener, c'est qu'effectivement, on peut résoudre totalement un problème et ça, c'est très bien. Mais la petite offre peut faire partie de votre écosystème qui comprend donc des produits d'appel, des petites offres, des produits intermédiaires, des offres intermédiaires, des offres signatures, etc. Et si vous avez du mal à l'heure actuelle à imaginer un produit d'appel ou une petite offre, peut-être dites-vous quelle est la première étape qui est dans mon offre signature, peut-être que vous avez déjà travaillé, que je pourrais séparer et mettre dans une petite offre. Carrément. Encore une fois, dans l'optique de euh, mettre un pied dans la porte, comme tu disais, de goûter un bout de votre univers et d'appréhender vos compétences, d'appréhender peut-être votre pédagogie si c'est sous format de formation, etc. C'est exactement ça. Parce qu'en fait, on l'a pas vu, mais les caractéristiques de la petite offre ou de l'offre pied dans la porte, il y en a quand même un. C'est-à-dire qu'en fait, cette et je mets toujours «petit» entre guillemets parce que, on n'aime pas ici, les trucs les mots dévalorisants ou autres, mais c'est petit par rapport, à 2 choses. Le prix, c'est-à-dire que pour votre prospect, le prix doit pas être une friction. Heu La personne en face, elle doit se dire et je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais alors évidemment et encore une fois, je ne pose pas de valeur absolue parce que tout dépend du profil, si vous vous adressez au club, des, 100 entrepreneurs les plus riches de la planète, bah, votre petite offre, j'en sais rien, elle sera à 100 000 € et du coup, non, là et c'est pas le but, mais donc le prix doit pas être une friction. La personne, elle doit dire: «Oh bah, j'y vais parce qu'au pire, j'aurais perdu X euros, quoi» et ça n'est pas un sujet. Le prix, ne doit pas engendrer d'hésitation du tout. Donc ça, c'est la caractéristique, côté prospect. Elle doit susciter la curiosité, évidemment, que dans le contenu, dans la présentation de notre offre, on se dit: «Tiens, mmh, ça colle pas mal avec ce que, je vis au quotidien» et côté nous, côté indépendant, c'est une offre qu'on doit ça, c'est hyper important à préciser, pour n'importe quoi, construire rapidement. Moi, je dis, pour donner un cadre, parce que c'est important de le faire, max donc je parle de la conception et du support, la V1 de l'offre, elle doit sortir de vos têtes, je dirais en 2 heures. On parle Voilà. pas de la communication, là, on est d'accord, c'est juste la création de l'offre. Ouais et admettons la page de présentation là. Ok. Est-ce que une petite offre, un produit d'appel, ça peut vraiment vendre à froid? Ou est-ce que c'est un mythe? Très bonne question. Bah, alors, moi je suis plutôt, j'ai du mal à imaginer, dans nos métiers, qu'on puisse vendre pif paf pouf, la personne elle nous connaît pas et genre elle débarque direct dans notre univers et elle dit qu'elle achète. Il y a toujours un chemin, en fait. Est-ce que si c'est, que ce soit, heu, allez, on y va sur les anglicismes. En fait, la personne à laquelle on s'adresse, elle a fait un chemin dans notre parcours client. On peut parler de tunnel de vente aussi. Hem, que ce soit, si c'est de l'inbound, donc ou une stratégie qui fait qu'on veut attirer à nous les prospects donc ça c'est, des mécaniques qu'on connaît, j'imagine, enfin que tes auditrices et tes auditeurs connaissent bien. Donc via de la création de contenu, on les fait venir à nous. Bah, il y a forcément eu déjà des points de contact avant, au moins avec un ou 2 de tes contenus. Donc je pense que, paf, ils débarquent d'un coup quoi, par un effet de magie sur ton site et qu'ils se disent: «Ah!» Donc il y a forcément eu un cheminement. Peut-être il aura suffi que cette personne elle lise un post pour se dire: «Ah mais attends ça c'est pour moi quoi»
et que du coup, ça enclenche la vente et on parle d'un parcours très court là. Moi, je pense que, pouf, débarquer du ciel, on vend pas, mais du coup, ça peut peut-être raccourcir un petit peu on n'est pas obligé qui dit petite offre, on n'est pas obligé d'imaginer un parcours client ou un tunnel ultra complexe avec, une temporalité longue. Normalement, le but du jeu, c'est aussi de raccourcir un petit peu le cycle de vente. C'est ça, encore une fois, c'est la première étape dans notre écosystème, donc on peut se dire, bah, on crée notre contenu comme on a l'habitude de le faire, ou on échange avec les gens si on est plus en mode prospection chez les gens, et puis on peut leur glisser tranquillement, ben voilà, tu as ce problème, j'ai constaté, on en a parlé, je peux le résoudre, et voilà le lien, et ensuite bah, la personne elle regarde, elle te pose ses questions, etc. Exactement, ouais. Ok. Est-ce que tu aurais un ou peut-être deux exemples d'évolution d'offres réussies où une petite offre justement, elle a ouvert la porte? Bah, je reprends mon exemple à ma consultante en recrutement, donc qui fait ses packs de templates pour, la création d'annonces. Qu'imaginons, voilà, moi j'aime bien quand même les exemples concrets avec, des spécialisations. Enfin, je sais pas que j'imagine parce que pour le coup, je l'ai vu. Consultante en recrutement spécialisée, dans le recrutement d'alternants. Mmh. Donc petite, offre ou offre pied dans la porte, c'est, je vous aide à préparer tous les supports, dont vous avez besoin pour, communiquer par vous-même sur ce recrutement. Donc ça va être peut-être donc l'annonce. Je suis pas spécialiste du métier, mais donc il y a des annonces sur les différents sites, peut-être des templates de posts pour, communiquer sur vos réseaux, point barre. Ça, on imagine que, c'est quand même, pas très cher parce qu'elle, c'est quelque chose notre consultante, hein, on va l'appeler, Josiane. C'est quelque chose enfin, elle a ses templates à elle et elle peut dupliquer, enfin, c'est du pré-packagé pour elle. Certes, elle se personnalise un petit peu selon ses clients, mais je pense qu'elle va assez vite là-dessus. Bah, elle a travaillé, donc je sais plus, j'avais dit Alejandro, donc qu'elle a aidé à recruter son premier alternant. Potentiellement, elle peut, avec Alejandro, décider que, elle va alors ça dépend de ce vers quoi elle a envie d'évoluer, mais du coup, si lui décide que l'expérience s'est bien passée, et ben, elle peut lui faire une proposition sur: «Je gère l'intégralité du recrutement de vos alternants» et donc ça suppose évidemment donc, de publier les annonces. Ça veut dire filtrer les candidatures, réaliser les premiers entretiens et moi, Alejandro, ma promesse, c'est que j'arrive avec une sélection de 3 profils et vous avez plus qu'à choisir et limite, elle peut continuer à aller jusqu'à, l'intégration, du jeune dans l'équipe et donc là, hop, on est sur, bah, voilà, elle est passée de sa petite offre à un truc plus complexe. Elle est pas obligée d'aller direct le full package avec Alejandro. Ça dépend s'il est chaud bouillant ou pas. Il peut y avoir une étape intermédiaire, mais c'est comme ça qu'on peut, enfin, c'est cette histoire de briques, quoi. J'aime bien ton exemple parce que en fait, en t'écoutant, moi, je visualisais des marches d'un escalier et je voyais typiquement, comment tu l'as appelée? Josiane? Je voyais Josiane, Jo notre consultante. je voyais Josiane qui était en train de guider Alejandro sur, la première marche. Il était content, on l'amène sur la deuxième. Il est content, on l'amène sur la troisième, et ainsi de suite. Parce que si ça se trouve, le business d'Alejandro va décoller et elle aura plein de recrutements à faire et elle va devenir responsable RH, Bah, on ne c'est sait ça, pas. ouais, ouais, exactement, c'est exactement ça. Bah, Josiane, elle peut décider de ce qu'elle a envie de faire ou pas, tu vois? Absolument. Hem, Autre question que j'avais pour toi, ma chère Marine, c'est, quelle est la place du test, la place de l'imperfection dans tout ça? Est-ce que une petite offre, un produit d'appel, il faut qu'on l'ait validé avant de le lancer, ou est-ce qu'on peut y aller en mode crash test et on ajuste, au fur et à mesure? Ouais, alors moi je recommande toujours d'y aller plus ou moins en mode crash test, quel que soit le format de l'offre. C'est-à-dire surtout enfin, avoir vraiment le squelette de l'offre et de faire, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Quand on a une touche, quand on a réalisé notre première vente, bah, on produit, heu, en presque en semi live notre prospect, notre client, il doit pas savoir, hein. En live, le contenu alors je raisonne beaucoup par rapport à de la création de contenu. Mais je pense que c'est compliqué. Alors plus l'offre est complexe, plus c'est dangereux pour moi de tout préparer à l'avance. Je pense qu'il faut avoir un plan, une structure, mais se laisser un peu la liberté, enfin pas la liberté, mais la possibilité d'ajuster, le fond avec, selon les retours que nous font nos prospects pour être toujours en phase avec,
bah, ça la ses attentes et ses exigences. Donc pour la petite offre, l'avantage, c'est que pour moi, la petite offre, c'est aussi un crash test parce que, en fait, déjà, c'est aussi un exercice, hyper intéressant parce qu'on s'entraîne à construire une offre. Enfin, déjà, je pense que c'est aussi, une typologie d'offre qui correspond très bien à des gens qui ont pas encore cette gymnastique et que si on se plante, on crée une petite offre, on a mis, j'ai dit 2 heures parce que, voilà, au moins je sais que ça ne mettra pas 2 heures, si je dis 2 heures, bah, je pense peut-être qu'il y a des gens qui passeront une demi-journée, mais ça sera OK. Parce que si cette offre qu'on a mis une demi-journée à dont on a mis une de voilà, on a passé dessus une demi-journée, on l'a accouchée et on se rend compte que ça marche pas du tout, bah, fine, on s'en remettra. On a perdu une demi-journée, donc on peut refaire un crash test, comme tu dis, parce qu'on a compris un peu ce truc, ce raisonnement de j'identifie mon problème, je le sélectionne selon les critères qu'on a évoqués tout à l'heure, et je me remets à en créer une autre. Et une fois qu'on a intégré un peu ce mode d'emploi, bah, ça devient assez facile de créer des offres, en tout cas, et toujours avec cette idée de mon but du jeu, c'est au bout de 2 heures ou une demi-journée comme vous voulez, de sortir une V1. Et ensuite, bah, évidemment que c'est quelque chose qu'on fera évoluer en fonction des retours. Mais il y a aussi cette idée de, bah, voilà, je crée, je présente quelque chose qui, va me permettre de collecter des retours. Ça marche, bah, j'améliore au fur et à mesure. Ça fait un flop, personne ne réagit, je crée une nouvelle offre. C'est une gymnastique différente de ce que je perçois d'une offre signature, par exemple, où on va plutôt chercher à faire de la prévente pour valider l'offre et ensuite on va construire, ou alors on peut construire et vendre après, mais c'est quand même mieux de faire une prévente histoire d'être sûr. Là, on peut y aller vraiment en mode crash test. J'ai une idée, je vais voir le marché, je la confronte et je la formate, sans mauvais jeu de Exactement. mots, au niveau du format sur ce qui est le plus pertinent. Mais c'est tu vois, enfin même c'est différent peut-être en termes de timing, c'est que quand on crée une petite offre, on peut très vite la présenter. Mais la mécanique est la même. Quand on imagine, donc on connaît bien nos cibles et qu'on se dit: «Tiens, je vais me lancer dans une offre plus complexe», bah, on la on en parle avant, on essaie d'embarquer les gens avant pour avoir des signaux d'intérêt parce que le but du jeu, c'est quand même de la construire, avec des retours de nos prospects. Mais on présente quand même quelque chose, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on dit: «Bah, voilà, j'ai cette base de projet. Est-ce que déjà sur ce que vous savez là, ça peut vous intéresser? Oui, non» et on s'ajuste, tu vois? Mais je pense que ça reste la même, la dans le fond, la même façon de fonctionner. Mais ouais, sur la petite offre, on repart très vite, quoi. C'est rigolo parce que toujours là, avec les entrepreneurs que j'accompagne, donc toujours cette personne que j'évoquais, donc autour des projets, qui se cherche un petit peu, qui est encore en train d'explorer, ce qu'elle veut développer autour des femmes et de leur rapport au corps. Pendant tout le cadre de l'accompagnement, elle a eu plein d'idées d'offres qu'elle a, qu'elle a conçues, parce c'était presque comme une gymnastique. Mais du coup, en fait, il y a aussi ce truc de je vais vite, mais je sors de ma tête et j'ai quelque chose à montrer pour être dans le réel. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je parle dans ces cas-là de la grosse offre qu'on conçoit un peu tout seul dans nos coins et qu'on sait pas trop, si ça va le faire, c'est l'offre cathédrale. Mais moi, j'ai déjà conçu toute une formation là-dessus, hein, OK. sur ce modèle-là. Et du coup, ça fait une très belle transition avec la dernière question que j'avais préparée pour toi. C'est, à ton avis, combien il faudrait qu'on ait de petites offres de produits d'appel dans nos business actuels de prestat de services? Est-ce que tu as des exemples, ce genre de choses? Tes meilleurs recos? Alors, je réfléchis parce que voilà, c'est sérieux ce qu'on raconte là. Heu, je pense qu'il faut pas non plus, heu, abondance d'offres, ça crée de la confusion. Mmh. Moi, j'ai tendance à dire qu'une offre à la fois, tu vois? Parce que du coup, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas le tout de créer son offre. Ensuite, il faut commencer à communiquer dessus, en parler, la présenter. Donc du coup, si on communique sur, plusieurs offres en même temps, ça peut, être un peu diluer le message et perdre un peu nos prospects. Ouais. Après, moi, j'aime bien raisonner plutôt en mode commando. Tu dis: «Bah, voilà, mon focus, ça va être cette offre pendant un mois». Et je bascule sur une autre, petite offre pied dans la porte si je vois que celle-ci, ça a pas mordu. Après si c'est 2 offres, tu sais, c'est un peu le recto verso de la même pièce. Attends, j'essaie de te donner un exemple.
Je reprends mon exemple là donc, de Josiane, la consultante en recrutement spécialisée dans l'alternance. Elle peut imaginer sur la base de la même offre, hem, un tru une 2 offres qui se ressemblent mais, heu, pour, j'allais les dire, tu vois? Si elle peut peut-être imaginer, il y a des gens qui cherchent alors voilà, à recruter des alternants ou des stagiaires de longue durée. Peut-être qu'elle peut faire 2 offres, ton pack de contenu, de support pour recruter ton alternant, ton pack pour, recruter ton stagiaire de longue durée. On est ouais, sur, 2 offres qui se ressemblent beaucoup, qui sont 2 petites offres, mais qui enfin, c'est facile de dire: «Ça, c'est pour moi, ça, c'est pas pour moi» OK. et elle peut les présenter sur son site en même temps. Je pense que ça va être clair. Mais voilà, selon le métier qu'on fait, heu, je pense qu'il faut mais ça, c'est très personnel, hein. Je dirais max après tout ça, si ça s'insère, tu vois, s'il y a déjà un dispositif d'offre qui existe déjà, donc si tu as déjà ton offre signature, mais que tu vois qu'elle se vend pas trop et que tu dis: «Bah, tiens, bon, je vais arrêter de m'acharner sur cette offre qui se vend pas trop pour le moment, je vais en créer une plus petite qui va venir avant», bah, tu vois, on intègre ça. Il y a déjà une offre, une grosse offre qui existe déjà, on en rajoute une. Voilà, on va pas en rajouter 15, sinon on comprend pas. Moi, j'aime bien, je sais pas pourquoi, alors ça, c'est chelou. J'aime bien le chiffre 3, donc je dis 3 offres. OK. Est-ce que tu connais des entrepreneurs qui auraient basé peut-être, tout leur business model sur, les petites offres ou les produits d'appel? Bah, alors, là encore, on en vient à ce que tu sais de ta cible, mais je pense que dans tous les retours que j'ai des freelances avec lesquels j'échange, soit à travers le podcast, soit, les freelances avec lesquels j'échange, dans le cadre des, programmes d'accompagnement dans lesquels j'interviens, j'ai plein de gens qui me disent: «Ouais, moi, j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs indépendants». Et alors le sujet, c'est que, enfin j'adore moi les entrepreneurs indépendants. Mais alors, il y a déjà donc bon, c'est bien de faire un peu de j'aime bien rentrer distinguer différentes catégories, mais bah, souvent enfin, il y en a beaucoup qui ont pas énorme de budget. Donc, quand on s alors le constat qu'on voilà, quand on constate que parce que là, mais on va pas se lancer là-dessus, mais, hem, il y a tout un truc sur comment choisir une «bonne cible» entre guillemets. Et un des trucs qu'il faut valider en amont, c'est que ta cible, elle a, du budget pour s'offrir ta presta. Si ta cible de cœur parce qu'il y a aussi ce truc: «Ah mais moi j'ai vraiment envie d'aider les associations», par exemple et que, bah, tu en démords pas, c'est ta cible de cœur. Heu, Bah, du coup, et que en revanche, tu es pragmatique, tu te mens pas à toi-même. Tu sais qu'avec ta cible des petites associations de quartier, tu vas pas vendre un accompagnement à 10 K €, ça sera pas possible. Bah, là, tu adaptes ta stratégie et donc du coup, tu bascules dans un truc où il faut faire plus de volume et donc là, bah, tu vas faire que, des, petites heures avec un ticket, bas parce que tu sais que sinon ta cible, bah, tu la perds, mais du coup, il faut en vendre beaucoup. Mais c'est adapté, enfin tu peux, ne tourner que comme ça, quand tu sais que, bah, c'est cohérent par rapport à ce que peut se permettre ta cible. Mais dans ce cas-là, c'est au cohérent aussi dans ta tête et par rapport à ta stratégie. Tu vas mettre en place tout un système de vente pour faire beaucoup de volume. Enfin, je pense à la formation et tout, à Open Classroom, les trucs comme ça, où en gros le prix des formations, c'est que dalle, mais il faut un volume de fou. Oui. Alors moi, j'ai pas pensé à Open Classroom, tu vois? J'ai pensé à Antoine, mais et du coup, je me suis dit: «En fait, on peut imaginer construire des business models autour de cette typologie d'offres». C'est possible, par contre, effectivement, comme tu disais, vous visez un certain volume. Encore une fois, ça dépend des objectifs qu'on se fixe, hein, de chiffre d'affaires et cetera, de rentabilité. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible. Donc je voulais, finir cet épisode en ouvrant un peu les chakras, en disant: «Ben voilà, si vous avez pas envie de vous créer une grosse offre signature parce que logistiquement, bah, on va pas se mentir, c'est quand même, beaucoup de boulot. Peut-être que vous pouvez partir sur, bah, directement des petites offres et voir avec le temps comment vous faites évoluer ça. Ouais, carrément. Pourquoi Bah, pas? en fait, de toute façon, à partir du moment où ton offre, elle se vend, ça ouvre plein, plein de possibilités. Donc, j'ai envie de dire, c'est cool, tu vois? Mais c'est après, on va pas c'est tes sujets à toi, organisation, process. Il y a moyen de mettre des choses en place pour, si
Si le constat ou si le choix, c'est de: «OK, je vais rester focus sur des offres», j'en sais rien, si on est sur de l'accompagnement, donc qui se fait en partie à distance, je sais pas, qui plafonne à 50 €, bah, je vais mettre le système en place qui me permet d'en vendre beaucoup et là, paf, parole à toi. Et là, ensuite, bah, vous avez un système qui vous permet, bah, de sortir, de devant votre écran, ce qui est déjà pas si mal en soi et qui permet, bah, je sais pas moi, avec, de la publicité, alors c'est pas mes sujets ça, mais, avec de la publicité, avec ce genre de choses, des collaborations, des partenariats, d'aller viser une audience qui est peut-être plus grande que celle que Mmh. vous avez déjà et du coup, d'atteindre vos objectifs, C'est ça, on ouvre plus financiers. fort le robinet. C'est ça. Après, attention quand on ouvre plus fort le robinet, parfois si on met trop de pression, ça peut casser. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre Mais épisode attends, de on podcast. est lancé sur les métaphores plomberie. Moi, je m'arrête là parce que sinon on m'arrête plus, hein. On ne parlera pas de Mario dans cet épisode. Non, non, non. OK. Si, une personne qui est encore en train de nous écouter, Marine, devait retenir une seule chose de cet épisode, ça serait quoi? Waouh! Arrête, tu me forces à être synthétique, c'est chaud. Déjà, l'exo de le point de départ, c'est liste les problèmes réels, reconnus, urgents à résoudre, spécifiques et que tu peux faire disparaître de la terre, que tu as identifié chez ton prospect. Tout commence de là. C'est ça. Et après, amuse-toi sur les formats et vois ce qui parle le plus, à ton Voilà, prospect. voilà. OK. 2 questions pour finir. Qui est-ce que tu aimerais écouter en comme invité sur le fauteuil, de Working Process? Waouh, trop bien, bon, j'aurais envie de te dire Barack Obama, mais je pense que c'est chaud. Michelle Obama, non, ah ouais, j'aimerais bien, moi j'aime bien quand mais c'est pas du tout mon podcast, mais j'aime bien, tu sais, aller chercher, ah si, c'est un truc que je vais faire pour mon podcast, hein, donc mais aller chercher des entrepreneurs avec des métiers un peu originaux, typiquement, tu vois, des gens qui sont des artistes, parce que les artistes sont des entrepreneurs. Ou enfin, les chercher, je pensais, c'est rigolo parce que j'écoute, de temps en temps une humoriste et de temps en temps dans ses podcasts, elle parle de sa boîte, de sa micro-entreprise. Mais tu vois, des gens dont le fond de métier, c'est, bah, ouais, je les mets dans la catégorie artiste, humoriste et voir un peu, comment ils fonctionnent, s'ils sont aussi perchés qu'ils en ont l'air ou si derrière, tu vois, il y a de l'entrepreneur un peu organisé. Donc ouais, là-dessus. Ou alors, tu sais, un je sais pas, là, je suis en train de lire un bouquin, un conte américain, tu sais, un Feel Good Productivity. Je crois que c'est Ali Abdaal, l'auteur. Tu vas chercher, quoi, Ouais, une ouais, pointure, quoi. je connais. Après pour le faire venir sur le podcast, ça risque d'être un peu plus C'est comme délicat. ça, on brainstorm, tout est possible. En tout cas, pour les profils atypiques, tu vas être hyper contente. On va recevoir une de mes clientes qui est à la fois auditrice, elle est responsable d'exploitation agricole, elle Trop est bien. également responsable d'un lieu d'agritourisme de luxe. Donc tu vas Waouh! voir côté, Ah, trop bien. profil atypique, tu vas te régaler. Ouais et bah, trop cool, écoute, c'est presque déjà dans ma playlist, tu plus qu'à, à enregistrer. Disais. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Marine, pour suivre, tes péripéties? Eh bah, écoute, déjà, on va faire un truc, classique sur LinkedIn en tapant mon nom, mon prénom. Généralement, ça fait ressortir mon profil et sur ta plateforme d'écoute préférée, si tu mets la cohorte podcast, paf, tu auras les derniers épisodes et puis il y a plus qu'à s'installer tranquillou et écouter. Génial. Et puis je tease un petit peu parce que normalement cet épisode sortira après, mais on a enregistré un autre Ouais, épisode ouais. avec Marine chez elle. Donc si tu veux voir à quoi ça ressemble la cohorte avec la voix que tu as l'habitude d'entendre sur Working Ouais, Process, on se retrouve là-bas ouais, quand parce qu'en l'épisode fait, sera c'est clair, sorti. on voyage un peu dans le temps là, heu, du coup, ça me force à réfléchir à mon calendrier édito, mais c'est vrai, ouais, ouais, Je me ouais, suis un peu OK. avancée, j'avoue. Non, non, mais c'est dans la boîte Il y a plus donc qu'à. ouais. Il y a plus qu'à c'est dans la boîte. Donc ça va se faire très bientôt. Parfait, super. Bah écoute, merci beaucoup Marine pour tout ce que tu as partagé. Toi qui es toujours là à nous écouter discuter, merci pour ton écoute. Tu peux retrouver tous les liens qu'on a mentionnés dans les notes du podcast. Surtout, partage-le autour de toi, fais un maximum de bruit et viens nous dire ce que tu as pensé de l'épisode. J'ai mis une petite nouveauté dans les notes, un formulaire de feedback. Donc viens nous dire si tu as aimé l'épisode, si tu veux que Marine revienne et tu pourras même nous laisser un message vocal. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends soin de toi.
Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!